Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir comment diminuer le risque de perte pendant les périodes de crash. On va voir tout ça ensemble, je vais vous expliquer ma stratégie pour limiter ces pertes. On se fera aussi un petit retour sur les analyses du Bitcoin. Mais avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Mettre un petit com, un petit like, ça soutient mon taf, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Alors, comment limiter du coup ces pertes, surtout pendant une période comme ça où on voit les sociétés s'écrouler les unes après les autres. On a vu Celsius, Luna, maintenant FTX, c'est peut-être au tour de Crypto.com qui traverse une tourmente là, qui sent pas très bon. On a aussi UOB et Gate.io qui semblent en difficulté. Donc bref, tout ça n'est pas du tout rassurant. Et donc comment se protéger et en tout cas limiter ces pertes, parce que un marché baissier comme ça va être difficile d'avoir un portefeuille impositif bien sûr, mais comment limiter et surtout augmenter ses probabilités de retrouver non seulement l'argent qu'on a investi, mais plus encore bien sûr, ça reste l'objectif. Voilà, et sans se contenter simplement de tout mettre sur un ledger, parce que vous avez beau mettre vos cryptos sur vos ledgers, si vous aviez du FTT sur votre ledger, bon ben, si vous avez acheté le FTT, je sais pas moi, à 50 balles, bon, vous avez quasiment tout perdu aujourd'hui, et ce n'est qu'une question de temps avant que ça tombe à zéro, hein, puisque l'entreprise est en faillite, donc il va rester quelques spéculateurs qui vont réussir à se faire du fric peut-être dessus, mais voilà, ça va être des petits coups de poker quoi. Donc voilà, comment se protéger de ce risque, en tout cas au maximum, puisque bien sûr on peut pas se protéger à 100% à partir du moment où on est investi dans des marchés financiers, que ce soit des actions ou des cryptos, le risque existe. Même sur Bitcoin, le risque il existe, il n'est pas nul quoi de tout perdre. Mais bien sûr, il est beaucoup moins probable de perdre toute sa mise sur Bitcoin que sur, mettons, le ASD, l'Ascendex. Vous voyez, c'est un exchange centralisé. Tout ça, actuellement, ça fait un peu flipper. Si vous avez aussi du CRO de Crypto.com, bon, mais là, ça sent pas très bon, quoi. Donc, conserver ça, ça peut être un coup de poker, ça peut remonter et on peut faire quand même une plus-value dessus, mais quand même, on a beaucoup plus de risques de perdre son argent en achetant ces jetons-là qu'en achetant du Bitcoin. Maintenant, vous vous êtes constitué un portefeuille, par exemple, dans cette zone-là, en DCA, tout allait bien, dans le meilleur des mondes, sauf qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de crash. On voit les plateformes s'effondrer les unes après les autres. Bon, c'est pas encore fait pour Crypto.com, UOB et Gate.io, hein, mais on n'a pas envie de prendre le risque, hein, je crois. Donc moi, je fais une chose toute simple. Je fais un rapide calcul, je refais le tri dans toutes mes cryptos, tous mes NFT, et je vais vous donner un exemple concret, ça sera beaucoup plus parlant. Par exemple, sur Star Atlas. Star Atlas, qui a priori se porte plutôt bien, mais qui ont quand même encaissé une perte de 50% à peu près de ce qu'ils avaient à cause de l'histoire de FTX. 50%, ils s'en sont bien tirés par rapport à d'autres qui ont tout perdu. Des investisseurs, que ce soit les employés chez FTX et tout ça, beaucoup ont perdu tout en fait. Donc ils s'en sortent pas trop mal, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Star Atlas, ils ont, s'ils trouvent pas d'autres investisseurs, s'ils trouvent pas un moyen de renflouer les caisses relativement rapidement, on va dire dans l'année, je veux dire dans les 8-9 mois qui arrivent, ils ont une durée de vie limitée quoi en fait. Hein. Ne serait-ce que par la peur que ça peut générer, le projet peut tomber très très bas et pourquoi pas s'écrouler. Bon, moi j'y crois encore à Star Atlas, mais toujours est-il qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de limiter mon risque, quitte à re-rentrer plus tard dans Star Atlas. Donc j'ai gardé les jetons, tout ce qui est police, j'en ai pas mal, mais ça a trop baissé pour que ça vaille le coup de vendre et en récupérer pour ce que je vais en récupérer. Voilà, je garde, ça reste mon petit investissement poker, on verra bien. Par contre, j'avais des NFT qui gardent encore une certaine valeur. Je vous donne un exemple très concret là sur le Rainbow Home que j'ai acheté moi à 850$ et je l'ai revendu hier à 550. Donc il y a une perte, certes. Il y a eu une crise de panique, il y a eu une grosse chute où le prix est tombé dans les 200-300$, j'ai vu. Et bref, c'est remonté un petit peu, j'ai profité de cette remontée pour sortir. Voilà comment je fais mon calcul. J'ai utilisé cette somme, et là c'est un exemple parmi d'autres, hein, j'ai fait ça sur plusieurs NFT, etc. J'ai fait le calcul comme ceci. J'ai acheté avec de l'Ethereum. Donc pour ce qui est de l'exemple, par exemple, du Rainbow Home, j'ai eu 550$, enfin un petit peu moins, 530 je crois, 530 parce qu'il y avait les frais, etc. Donc j'ai eu vers 530$ à peu près. Bref, grosso modo, j'ai acheté de l'Ethereum à 1200 et des poussières, par là c'était à peu près le même prix hier. Donc j'ai eu 0,43 et des poussières, presque 0,44, donc on va compter 0,44 Ethereum.
Aujourd'hui, on est à 1216. Moi, a priori, dans l'analyse qu'il y a aujourd'hui, je m'attends à une montée. C'est pas sûr, ça peut baisser encore, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'ai juste besoin que ça remonte vers là pour récupérer la somme totale que j'avais mis sur pas mal de mes NFT. Ok. Et c'est même probable qu'on vienne péter ce plus haut là et que je fasse une petite plus-value, que je récupère mon argent et je déciderai de réinvestir ou non dans Star Atlas en fonction de l'évolution et voilà, quand les jours seront au beau fixe. Quitte à les payer un petit peu plus cher les NFT, c'est pas grave. Ça sera sans doute avec une plus-value que j'aurais fait, donc j'aurais rien perdu en fait. Ok. Donc maintenant, il suffit simplement d'analyser les probabilités entre les deux. La probabilité qu'Ethereum revienne par là, elle est très grande. Elle est beaucoup plus grande. Comment dire? Enfin, oui, il y a beaucoup plus de probabilités que ça, rapidement, on se retrouve là, plutôt que rapidement, Star Atlas remonte. C'est tout à fait possible aussi, ça va dépendre des événements aussi, mais on est dans l'incertitude la plus totale. Solana, ça se casse la gueule aussi. Voilà, les Solana, moi, je suis en train de racheter petit à petit ceux que j'ai perdus sur la plateforme FTT, mais pas plus. C'est pas aujourd'hui que je vais mettre le paquet dessus, parce que ça peut encore baisser, il y a beaucoup de peur dessus, on va attendre que ça se tasse, et dans tous les cas, on va avoir le temps, de toute façon, si ça repart, pour racheter à un prix très raisonnable. Donc, ce qu'on veut ici, aujourd'hui, c'est prendre le moins de risques possible pour ne pas être dans tous les projets qui vont se casser la gueule, quoi. Les deux qui ont le moins de probabilité de se casser la figure, c'est Bitcoin, bien sûr, et Ethereum. Voilà, et j'ai choisi Ethereum parce que sur Ethereum, voilà, faire un x2 aujourd'hui, ça va être qu'une question de temps, à mon avis, même si ça rampe comme ça, que ça dure longtemps, je suis quasiment sûr qu'un jour ou l'autre, je l'aurai mon x2 et j'aurai même fait une plus-value sur mon investissement de départ. Sur Bitcoin aussi, hein, je pense que c'est la même chose pour être encore un peu plus safe, même si c'est Bitcoin, hein, c'est la première crypto, c'est celle où il y a encore moins de risques, mais par contre je pense que ça prendra plus de temps avant de voir un x2 ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Ethereum. Bref, et une fois que j'ai fait ça, et je fais ce tri-là sur la plupart des cryptos. Donc ça me permet d'accumuler un peu plus d'Ethereum, et puis de pouvoir en revendre une partie si j'ai besoin. Si mettons le Ethereum fait x2, je récupère ma mise. Star Atlas, on voit que ça commence à revenir au beau fixe, les prix n'ont pas encore trop augmenté. Si je récupère, mettons, 1000 balles dessus et que je rachète un Rainbow Home à même à 700-800 $, comme je l'ai payé au départ, enfin je l'ai payé 850, même à 850, au final j'aurais même gagné de l'argent sur la transaction, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ce qui est de ma stratégie. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, bien sûr, ça peut faire ça, puis tomber à zéro, tout qui se casse la gueule. Bon, bref, mais ce risque-là, on le connaît et on doit l'avoir accepté pour vivre sereinement dans un environnement qui soit crypto ou investissement en action. Voilà comment je fais mon calcul maintenant. Ça ne veut pas dire tout vendre pour acheter un tout petit peu d'Ethereum qu'il faudrait qu'il fasse x10 pour récupérer sa mise, hein, parce que Ethereum faire un x10 là, dans l'état actuel des choses, c'est vraiment pas pour demain, c'est pour dans très longtemps. Et peut-être qu'il fera jamais un x10. Hein. Peut-être que l'Ethereum pendant des années va nous faire quelque chose comme ça là. Hein. Alors, je simplifie. Hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Je simplifie, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que sa valeur, elle va osciller entre 500 $, mettons, et 4000, pourquoi pas, pendant 10 ans, avant que ça explose à la hausse. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est pas un souci, hein. C'est pas un souci, parce que si ça fait ça, on va se faire du fric, les gars. On va racheter à chaque fois que ça sera en bas, revendre à chaque fois que ça sera en haut. Voilà, c'est pas un souci, faut pas vouloir absolument que ça monte, que ça fasse que monter. Il suffit de bien analyser, d'acheter au bon moment, vendre au bon moment, et puis et on est profitable, quoi. Bref, en faisant ça sur une bonne partie de mes NFT et sur quelques cryptos aussi où on est un petit peu moins sûr et elles n'ont pas perdu beaucoup de valeur par rapport à l'Ethereum. Disons que si j'ai perdu sur quelques cryptos, on va dire 50% de la valeur, en misant sur Ethereum aujourd'hui, voilà, faire un x2 ne paraît pas très compliqué et dans tous les cas, c'est beaucoup plus sûr. Par exemple, j'ai fait pareil sur le BNB. Le BNB, finalement, j'ai même pas gardé un BNB dont je vous avais parlé pour utiliser ma carte. Finalement, j'ai tout vendu tout remplacé par de l'Ethereum, parce que là, j'avais fait même carrément zéro perte sur le BNB, j'avais acheté moins cher que ça. Et entre-temps, l'Ethereum, lui, pour le coup, a bien baissé. Donc, voilà, ça reste beaucoup plus safe, même si, bon, Binance, pour l'instant, c'est les seuls qui se portent bien. Mais
Voilà, je pense qu'ils sont pas à l'abri. Hein. Je pense qu'ils sont pas à l'abri non plus. Voilà, tout ça, c'est beaucoup plus safe. Et rien ne nous empêchera, si après, une fois que le marché reprend un peu des couleurs, qu'on est sorti, qu'on a digéré toutes ces affaires lugubres qu'on traverse en ce moment, si on veut remettre du capital un petit peu plus à risque avec des potentiels gains beaucoup plus grands, d'échanger de l'Ethereum contre du Solana, contre du NIR, du Band, etc. Sur Band, j'ai carrément fait des plus-values, quoi. Vous voyez, donc tant que je reste sur une figure haussière, ce qui est le cas pour l'instant, je le garde, et puis si ça commence à sentir mauvais, avant d'avoir fait des pertes, je vendrai pour sécuriser, mettons, sur de l'Ethereum ou quoi. Mais pour l'instant, cet écosystème-là, je crois que c'est sur l'écosystème de Atom, ça, de Cosmos, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de FUD dessus, quoi. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, voilà, je vais pas non plus acheter que de l'Ethereum, bien sûr, parce qu'on ne doit surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier, toujours. Et voilà, il y a quelques valeurs un peu plus safe que je garde, comme le DOT. J'ai gardé du NIR, j'en ai gardé aussi. Voilà, il n'y a pas encore d'histoire là-dessus. J'ai gardé le GLD aussi, bien sûr. Mais pareil, EGLD, j'avais pas fait de perte dessus, ou quasiment rien, quoi. En fait, j'ai perdu peut-être 3%, j'ai dû acheter par là. Et j'en ai échangé une petite partie contre de l'Ethereum aussi. Vous voyez, bref, j'ai rééquilibré tout ça, mon portefeuille, mais de manière, on va dire, réfléchie, calculée. Pour avoir à faire des gains, j'ai pas besoin de faire un x10 parce que c'est peu probable. Vraiment, voilà, toujours en étudiant les probabilités. Comme je vous disais, voilà, faire un x2, ça sera pas compliqué sur Ethereum. Par contre, faire un x10, bon, voilà, par exemple, dans Star Atlas, s'il y a des vaisseaux où leur valeur a été divisée par 10, bon, là, même pas je vends, je les garde. Je les garde, et puis si ça remonte, je réfléchirai à ce moment-là en fonction de la situation. Mais toujours est-il que voilà, je ne cherche pas à avoir un risque égal à 0, puisque c'est impossible, j'ai toujours ce goût pour le risque. Miser sur ce qui semble vraiment s'écrouler, puis qu'au final, quand ça remonte, c'est là qu'il y a beaucoup de profit à se faire. Mais je limite vraiment ce risque, c'est-à-dire que ça va devenir une toute petite partie de mon portefeuille, contrairement à avant où ça représentait quand même une partie, on va dire, un peu plus importante de mon portefeuille. Donc voilà pour ce qui est de ma stratégie et de comment je réfléchis pour rééquilibrer tout ça. Bien sûr, après tout ce que j'aurai rééquilibré en Bitcoin, Ethereum et les valeurs que je souhaite garder de toute façon sur le long terme, je vais le mettre, tout balancer sur le Ledger. Et puis, en attendant, voilà, je ne vais pas mettre d'argent sur les petits projets où il y a plus de risques. Donc pour ce qui est de l'analyse du Bitcoin, c'est un petit peu comme je vous ai montré là pour l'Ethereum. Vous voyez, pour l'Ethereum, petite parenthèse là, vous voyez cette figure-là, là ce qu'on est en train de faire, ça y ressemble. Donc c'est bien probable qu'on vienne monter ici, et à la cassure de stop, je me méfierai, puisque si on revoit la même chose, donc un petit peu plus étiré dans le temps, c'est sur une unité de temps un petit peu plus grande, je dirais que ça c'était plutôt du 4 heures, et là c'est plutôt du daily, ça annonce une potentielle continuation vers le bas. Donc ici, si j'obtiens ça tout de suite, je récupérerai mon argent de différents investissements que j'ai replacés sur Ethereum pour replacer plus bas. Et si j'obtiens pas ça, que ça descend, je continue d'investir un petit peu chaque mois, et le jour où ça remonte, là, je prendrai mes profits. Enfin bref, tout ça pour moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Sur le Bitcoin, on n'a pas tout à fait la même chose. Vous voyez, ce qui se profile, c'est pas du tout un regular flat, quoi. C'est pas du tout ça. S'il y avait eu ça, là pareil, ça serait pour aller plus bas. Là, c'est pas ça qui se profile. Ça serait plutôt éventuellement, si ça doit continuer à descendre, d'accord. Donc là, voilà, on a une bonne probabilité de remonter vers les 23-24K pour redescendre après. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr, parce que là, la structure commence à s'affaiblir dans la chute. On dirait qu'il n'a plus envie d'aller beaucoup plus bas. Donc c'est pas impossible qu'ici on ait une impulsion qui vienne casser ce stop là, et là on passera dans une inversion de tendance. Donc si on a ça et une grosse correction derrière, dans ce sens là, pas forcément aussi longue, mais vous voyez le type de figure, là ça sera vraiment un moment opportun pour rentrer. Parce qu'il y aura de très très grandes probabilités qu'on obtienne le B qu'on attend là, avant de descendre. Ok, bref, bon, tout ça, ça peut mettre encore beaucoup de temps à se développer. Toujours est-il que là,
pour moi, le prochain mouvement qu'on devrait obtenir, ça sera plutôt une hausse. Alors attention, parce que la chute, on ne sait pas si elle est finie, ça peut continuer à descendre comme ça, jusqu'à 13K, 12K, 11K, avant d'avoir cette correction, ce mouvement haussier. On peut avoir ça un peu plus tard, quoi. Voilà, moi je vais surveiller ça. Donc maintenant, là, j'étais un daily. Est-ce qu'en plus petite unité de temps, j'ai un signal de quoi que ce soit? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça, la structure est pas très jolie, là. Ça aurait pu être pour de la hausse, mais là, vous voyez, ça fait... ça chute quand même un peu fort. Hein. Ça chute quand même un peu fort. Donc je pense que la confiance n'est pas encore là. Dans tous les cas, une correction dans ce sens, c'est plutôt pour aller vers le haut, hein, jusqu'à ce stop là. Une fois ce stop là cassé, ben c'est possible qu'on ait ça. D'accord, on va mettre un jaune. Pour descendre encore. Toujours cette même figure, hein, un regular flat. C'est possible qu'on ait ça. Et bon, dans un cas comme dans l'autre, ben, on va attendre plutôt de la hausse. Donc sauf si on a un signal baissier, là on est plutôt sur de la hausse. Maintenant, si ça continue à traîner comme ça, que ça casse ce plus bas là c'est plus la même chose. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on attendra? On attendra plutôt un running, c'est-à-dire une figure de continuation. Tac, on a fait une impulsion, on corrige en A, B, C, et ensuite on valide en cassant le dernier plus bas. Ok les amis, donc à voir. Là pour l'instant, ben, comme je vous dis, là pour l'instant, ça c'est quand même plutôt haussier. C'est plutôt haussier. Voilà, on a eu un petit setup de vente là, il s'est déjà validé. Mais s'il va pas plus bas, ouais, tout ça, ça peut être... Ouais, c'est des tout petits setups ou des tout petits moves, ça. On sait pas. On sait pas si on va pouvoir choper lui, là. Un move qui va au moins jusque là. Ces petits signaux là, ils peuvent se tenter, mais en trading, moi pour l'instant, j'y touche pas. On est là dans une période trop incertaine. Imaginez, on a un super setup d'achat, demain CRO.com dit on est en faillite. Bon, ben ça fait ça, quoi. Votre setup, il vaut que dalle, quoi. Voilà. Donc pour moi, les analyses actuelles sur le long terme, bien sûr, elles sont toujours valides. Elles sont complètement valides. Pour l'instant, rien n'a infirmé tout ce qu'on avait annoncé jusqu'à maintenant. Donc, on va attendre de la hausse. Maintenant, en petite unité de temps, là, c'est dangereux puisqu'il suffit du news et en fait, la baisse continue et ça n'empêche pas qu'on pourra toujours avoir notre running un petit peu plus tard. C'est juste qu'il va se faire un petit peu plus bas dans la valeur de prix. Et tout ça, ça sera très bon de toute façon pour la structure. Vous voyez, si on a une baisse qui, même si je vois ça là, on descend 11 000, ça nous fait quand même une structure, vous voyez, qui s'atténue, une vague qui est prête à repartir vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, voilà, qu'en général, c'est dans ces moments-là que ça commence à se retourner. Donc ça peut durer encore, ça peut descendre encore, mais on ne devrait plus être très loin en termes de prix, parce qu'en termes de temps, voilà, si on a ce mouvement-là qui suit une certaine courbe comme ça, là on se retrouve vers juillet 2023, si c'est pas plus. Hein. Si ça se trouve, c'est que dans un an où on va commencer à vraiment repartir un petit peu à la hausse. Et j'ai vu dans les commentaires une personne qui me disait que justement, si on se réfère au cycle d'avant, il y a une question avec le halving, et c'est vrai que c'est après les halvings en général qu'on a un joli petit cycle haussier. Et le prochain est en 2024, donc voilà, ça serait pas étonnant qu'on commence à retrouver un petit peu des couleurs en 2023 avec une grosse correction derrière, et 2024, boum, ça commence à partir pour une belle hausse, en espérant qu'on ait obtenu notre B et notre C avant, parce que si c'est pas le cas, ben peut-être que ce halving là ne représentera que le B. Avec ça, pour ensuite chuter et ensuite venir casser la TH. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un halving qu'on va venir casser la TH. Hein. Bah, regardez, en 2018, je crois que c'est là qu'il y a eu le halving, merde, je sais plus. 2018 ou... Ah putain, je vais le taper, je sais plus. C'est tous les... Non, ça doit pas être 2018. Chaque 4 ans, donc c'était 2020. Ouais, c'est ça, le halving c'était 2020. Donc 2020, on a eu une poussée comme ça, 2019. On a dû en avoir un en 2016. Grosse montée jusqu'à 2018. Si je mets un log, peut-être qu'on verra mieux. Donc j'ai un halving logiquement en 2016. Bull run.
jusqu'à 2017-2018. Donc pile au milieu, entre deux halvings, on chute. Le prochain est en 2020. On a eu le B avant, le C avant, et ensuite on est monté. 2020 halving, 2022 on est pile au milieu, donc on est dans la chute. Jusque là c'est vrai que ça correspond. Ça correspond. Moi je me contente de lire les structures, mais effectivement ça peut, voilà, ça peut donner un horizon de temps en fait, où on pourra commencer à peut-être voir la lumière. Donc si ça suit le même cycle, ça voudrait dire qu'on devrait obtenir en 2023 le B, puis le C 2024, et après, c'est parti. Non, bon ben voilà, c'est en 2025 qu'on sera riche, mec. Ou qu'on n'aura plus rien si on a mal géré notre argent. Donc toujours vraiment faire très très attention à les projets dans lesquels vous êtes. Et dans ces phases-là, vraiment, voilà, recentrez-vous sur les fondamentaux, sur les choses les moins risquées. Et voilà, de manière intelligente, garder un peu une part de risque. C'est pas forcément mauvais, hein, ça peut rapporter gros, mais ça peut aussi être des parties du portefeuille qu'on va perdre. Donc il faut pas que ça représente une perte irrécupérable, bien sûr. Voilà, en faisant un peu de calcul, un peu de réflexion comme ça, on arrive à vraiment limiter la casse et à se retrouver rapidement en positif. Donc voilà, je vous invite à étudier un peu vos portfolios comme ça, les projets sur lesquels vous avez fait le moins de pertes, ceux qui sont en danger, ceux qui le sont moins, voilà. Par exemple, je suis aussi dans Sandbox. Dans Sandbox, a priori, tout se passe bien, donc voilà, ça j'en sors pas bien sûr, donc voilà, j'en garde quelques-uns. Hein. Les trucs, tout ce qui est lié à Solana, en ce moment, je fais le tri. Les NFT, je fais le tri aussi, et je recentre j'augmente les probabilités, en tout cas, de faire des plus-values dessus. Que les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aidera à prendre les bonnes décisions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.